bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à la voyance et au paranormal. Alors le thème peut déconcerter, pourtant il ne devrait pas surprendre dans une émission qui parle des divers modes de la foi. La voyance et le paranormal ne se sont jamais aussi bien portés aujourd'hui. Pourtant ils avaient tout pour disparaître, ils étaient fermement condamnés par l'Église et incompatibles avec la rationalité contemporaine. Sans justifier, sans juger, je vous propose de mettre cet engouement contemporain en perspective, et même en perspective historique, avec Nicole Edelman. Nicole Edelman est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Paris X-Nanterre, et elle vient de publier aux éditions du Seuil une histoire de la voyance et du paranormal. Nicole Edelman, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'on peut faire de la voyance et du paranormal un objet d'histoire ? J'espère, puisque vous avez fait un livre. J'ai fait un livre, bon, qui est assez court, c'est plutôt un essai, puisque ça, évidemment, repose sur plusieurs dizaines, enfin plus d'une dizaine d'années de recherche, pour ce livre en particulier, mais aussi d'autres livres avant. Et je pense qu'en effet, c'est un objet légitime d'histoire qu'on pourrait nommer culturel. Et il me semble en effet qu'il était important de donner à la voyance une historicité, de donner à la voyance une histoire, puisque en effet c'est un phénomène universel, qu'on pourrait dire presque anthropologique, puisque tous les hommes, depuis que l'humanité existe, ont, je dirais, eu recours à la prédiction, ont cherché à connaître le futur d'une manière ou d'une autre, mais en même temps c'est toujours différent, donc selon les lieux, selon les temps. Et comme vous le disiez dans votre introduction, je crois que cette réintroduction de la voyance à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle en Europe, dans un pays qui se veut scientifique, rationnel, pourrait paraître étonnant. Et donc je crois que là, cette histoire était tout à fait légitime. Oui, parce que ce que vous montrez, alors que la voyance se réclame de toute éternité, enfin, ça remonte aux Babyloniens et Madame Soleil, et c'est les Babyloniens qu'elle... vous montrez que, en fait, la voyance telle qu'on la comprend actuellement remonte en fait à l'époque des Lumières. Il y a un nouvel acte de naissance à l'époque des Lumières. Oui, en effet, la voyance, on a du moins étudié, tous les historiens, ou plusieurs historiens ont déjà étudié la voyance à Babylone, en Grèce, à Rome, et à chaque fois, les supports, les référents étaient différents. On voit en effet, au XVe et au XVIe siècle, un type de voyance qui va disparaître avec l'astrologie, qui était le référent, qui était considéré comme scientifique, puisque astronomie et astrologie présentaient assez peu de différences, tant qu'on n'avait pas découvert la profondeur du ciel, et que donc Copernic, Galilée, Tycho Brahe et d'autres donc n'avaient pas découvert donc ce nouveau ciel. L'astrologie va donc être condamnée en tant que science, et donc on ne pourra plus y faire référence, ou du moins plus y faire référence de manière scientifique, pour prédire l'avenir. On pouvait donc penser, comme vous l'avez dit, que la voyance, la prédiction allait disparaître. Or, en effet, à la fin du XVIIIe siècle, renaît une nouvelle forme de voyance qui va trouver un nouveau support qui est scientifique, entre guillemets, en l'occurrence médical. Alors justement, expliquez-nous. Eh bien, à la fin donc, du XVIIIe siècle, un médecin qui s'appelle Franz Anton Mesmer, qui est un vrai médecin, qui est un médecin autrichien, enfin viennois, très exactement, qui fait une thèse qui se réfère d'ailleurs à la physique et à la médecine, puisque il va dire que dans le monde, enfin dans l'univers, il y a des énergies qui parcourent tout cet espace, à la fois la matière, à la fois les corps aussi, et que cette énergie, quand elle est bien distribuée, permet de donner à chacun la santé. Enfin, c'est un peu simplificateur ce que j'ai dit, mais c'est ce qu'il écrit, dans une thèse qu'il fait en latin d'ailleurs, et il va donc mettre au point une thérapeutique par ce qu'il va appeler le magnétisme animal, en faisant référence justement au magnétisme qu'avait découvert Newton, donc le magnétisme entre les planètes, le magnétisme
minérale. Bon, pour des raisons diverses, Mesmer va être obligé de fuir Vienne et va venir à Paris en 1788. Et là, il va soigner donc de cette façon, en magnétisant les hommes et les femmes, bien sûr, enfin les êtres humains, avec des passes magnétiques, en faisant des passes avec les mains, fait le geste. Il est censé faire passer cette énergie de lui-même à l'être malade qu'il soigne. Il va inventer un baquet, le baquet de Mesmer, que beaucoup connaissent, qui peut être très beau d'ailleurs, on en a vu, qui était avec de la marqueterie, parce que l'aristocratie, qui payait souvent très cher sa place autour de ce baquet, se faisait soigner de cette façon. Et ça permettait évidemment de soigner beaucoup plus de personnes à la fois. Et lui-même, donc, soignait de manière extrêmement... soigner le corps, c'est-à-dire qu'il provoquait des crises, des convulsions, il n'y avait pas de parole. Mais il a beaucoup de disciples qui vont soigner comme lui, et l'un de ses disciples, qui lui n'était pas un médecin, qui s'appelle Amand Marc, marquis de Chastenay et marquis de Puységur, pardon, Jacques de Chastenay, marquis de Puységur, va prendre des cours avec lui, que Mesmer vendait, et ce grand aristocrate, féru de science, qui soigne ses sujets dans tous les sens du terme, puisqu'on est avant la Révolution, qui est en effet, en plus, je dirais, extrêmement paternaliste, extrêmement proche de ces hommes, va un jour soigner un de ses valets de ferme, qui s'appelle Victor Ras, donc lui faire des passes magnétiques. Et cet homme entre en sommeil, sommeil lucide, qu'on va appeler somnambule magnétique, qui est en fait l'hypnose, mais on ne la nommera ainsi qu'en 1843. Et là, dans cet état de somnambulisme magnétique, cet homme va voir à l'intérieur de son corps et il va se soigner. Et la voyance va renaître de cette façon, puisque cet homme précis va voir à l'intérieur de son corps, mais d'autres vont dire qu'ils voient à l'extérieur de leur corps, le corps des autres, ils vont devenir guérisseurs. Et puis très vite, très très vite, des hommes et des femmes, dans cet état donc de somnambulisme magnétique, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, vont voir des êtres qui sont à l'extérieur, des anges. Certains vont voir Dieu. Alors disent, voir, bien sûr, je vais le mettre un petit peu comme si c'était vrai, puisque c'est ce qu'ils disent. Et moi, je lis ces textes en tant qu'historienne. Ne jugez pas, c'est ce qu'on disait. Donc, disent voir Dieu, voir la Vierge, voir beaucoup de saints, et voir les morts, ou des morts proches qui reviennent, et puis des êtres dont on ne sait pas qui ils sont, parce qu'ils ne se nomment pas toujours, mais qui vont leur parler. Et à partir de là, donc la voyance peut renaître, puisque ces hommes ou ces femmes, il y aura beaucoup plus de femmes, et peut-être reviendra-t-on sur cette question, vont pouvoir dire qu'ils voient le passé, qu'ils voient le présent, bien sûr, et qu'ils voient l'avenir. Et ils vont devenir voyants ou visionnaires. Et donc, d'une certaine façon, c'est une médecine un peu alternative. On passe d'une médecine un peu alternative qui est Mesmer à une sorte de voyance. Et alors, à quel moment est-ce que c'est exclu par la faculté, d'une certaine façon? À quel moment on dit ce n'est plus scientifique? Alors, il y a deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, en 1784, le magnétisme animal va être jugé par différentes commissions, de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine royale, puisque bien sûr on est encore, c'est Louis XVI qui va lancer cela. Donc dans un premier temps, le magnétisme animal va être condamné au sens où on dit ça n'existe pas, c'est l'imagination, ou bien c'est immoral. Parce que, bon, ces passes magnétiques mettent en face à face souvent un homme et une femme, dans une proximité très grande. Les convulsions, bon, se passent, donc entre hommes et femmes. Souvent, on passe les gens qui convulsent dans des petites salles qui sont réservées à cela. Donc, le magnétisme animal est condamné en 1784, mais pas le somnambulisme, puisqu'il naît en 1784. Et donc, il sera condamné, le somnambulisme magnétique, en 1837, donc un petit peu plus tard. Merci, Nicole Edelman. La voyance donc naît un peu par la petite porte, par le médical, et se développe au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est le grand siècle de la voyance. Il y a des voyants partout.
Oui, les voyantes, donc, puisque ce sont essentiellement des femmes dans notre civilisation européenne, occidentale, vont avoir pignon sur rue dès le début du 19e siècle. Donc, lorsque le somnambulisme magnétique est condamné, alors là, des commissions disent carrément que ça n'existe pas, ce qui là du coup est faux, puisque l'hypnose existe, comme on la renommera plus tard, enfin en 1843 exactement. Cet état modifié de conscience, comme disent les anthropologues, permet en effet de valider l'idée de voyance, c'est-à-dire puisqu'on a, on a cette sorte d'état une preuve, tout à fait d'une certaine façon, une preuve de fait. L'homme, l'être humain, a peut-être un sixième sens et est peut-être capable, en effet, de voir le passé et l'avenir. Et donc, on a des voyants, donc des voyantes qui s'installent, qui ont pignon sur rue, avec des petites affiches, elles reçoivent, elles font payer parfois très cher leur voyance. Il y en a des grandes. Adélaïde Lenormand, Mademoiselle Lenormand, qui sera un des modèles pour Balzac, par exemple, Madame Fontaine, dans plusieurs de ses romans, il l'a fait apparaître. Et elle se dit d'ailleurs une nouvelle Madame Lenormand, meilleure qu'elle, bien sûr, puisque c'est chez Balzac. Alors, le problème, c'est que le somnambulisme magnétique étant condamné par la médecine, il va être invalidé en tant que science, même si des médecins continuent pendant tout le 19e à travailler sous somnambulisme magnétique et à soigner des maladies nerveuses. Bon, on verra peut-être sa renaissance sous d'autres formes à la fin du 19e avec Jean-Martin Charcot. Donc le fait qu'il soit condamné va non pas faire disparaître la voyance, nullement, mais lui donner un aspect, je dirais, plus charlatanesque et faire qu'on va s'orienter plutôt vers une croyance. Or, différents phénomènes qui sont liés d'ailleurs aux religions, à la religion notamment protestante, vont naître aux États-Unis. En 1848, va émerger ce qu'on a appelé le phénomène des tables tournantes. C'est-à-dire aux États-Unis, deux jeunes sœurs dans une famille, la famille Fox, donc protestante, dans l'État des États-Unis, vont entendre des coups frappés dans une maison. Le fameux esprit frappeur. Voilà, ce qu'on appellera les raps. Enfin, elles entendent des coups frappés dans les murs, un peu partout. Elles ont aménagé avec leurs parents dans cette maison, enfin une partie de la famille. Et elles vont s'amuser, entre guillemets, à faire parler ces coups frappés. C'est-à-dire inventer ce fameux alphabet, 1 c'est A, 2 c'est etc. Et entrant en contact avec cet esprit, alors je mets bien sûr des guillemets, mais je le dis comme là, encore une fois, c'est écrit, elles vont apprendre que c'est un mort qui a été enterré là, assassiné, et qui leur parle. Le village va dire très vite que c'est peut-être le diable. On va parler de monsieur Spitflutz. Donc, les jeunes filles vont être écartées. En fait, elles vont faire continuer ces bruits. Et très vite, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais au lieu que les coups soient frappés dans les murs ou sur les planchers ou sur les plafonds, elles vont faire tourner les tables. En fait, pas tourner, mais faire mouvoir les tables qui vont donc à nouveau se mettre à parler, puisque un coup c'est A, etc. Et là, on retrouve d'une certaine manière le magnétisme animal, puisqu'on ne sait pas trop comment ces tables sont... le fameux fluide. Ce fameux fluide bouge, mais on retrouve en effet cette idée d'énergie qui est très très présente, d'ailleurs jusqu'à nos jours, il suffit de voir Star Wars. Ce fluide qui voyagerait dans l'éther, c'est un discours qui est récurrent au XIXe siècle, donc elles font bouger ces tables. Et très vite, là aussi, des États-Unis, cela passe en Europe, par des lettres, évidemment, des courriers des États-Unis en Angleterre, en Allemagne. Enfin, on suit très très bien ce parcours. En France, ces tables vont se mettre à tourner dans les années 1853. Et alors là, le succès est foudroyant. Enfin, foudroyant. Victor Hugo, qu'on imaginait beaucoup moins marrant que ça, si on peut dire, Victor Hugo faisait tourner les tables. Oui, bon, dans son exil, il était assez triste. Il venait aussi de perdre sa fille. Et en effet, Delphine de Girardin va passer, qui était en France, va lui apprendre à manier ses tables. Et lui-même, d'ailleurs, c'est
ce serait été son fils qui aurait été le médium, enfin, qui aurait fait provoquer ces mouvements, et lui-même, Hugo, prenait en note. Hein, et ses poèmes sont tout à fait hugoliens, d'ailleurs. Donc, en effet, c'est un succès foudroyant. La presse en France en parle partout. Tout le monde s'y essaie. Et un homme qui s'appelle Hippolyte de Rivail, qu'on va appeler Kardec, s'intéresse à ces phénomènes. Lui-même était instituteur, tout à fait rationnel. Hein. S'était intéressé au magnétisme animal, au somnambulisme magnétique. Et il va travailler là-dessus, si je puis dire, avec des somnambules magnétiques, donc des voyantes, qui vont faire tourner ces tables. Et lui va interpréter cela d'une manière qui lui semble la plus rationnelle. Il dit, si les tables bougent, si elles parlent, c'est qu'il y a des esprits qui les font parler. Et nous sommes donc en présence d'une troisième révélation. Il y a eu Moïse, il y a eu le Christ, et il y a maintenant une révélation individuelle aux hommes du 19e qui sont formés, qui vont à l'école, rationnels. Donc à chacun de parler avec les esprits et finalement, donc, d'une certaine manière, avec Dieu. Et donc, c'est le fameux spiritisme d'Alan Kardec, le spiritisme qui se développe là aussi. Tout à fait. Il va donc écrire un premier livre qui est le Livre des Esprits en 1857, qui est donc lié à des interrogations faites à ces somnambules magnétiques, qu'il va appeler médium d'ailleurs. Hein, c'est un nouveau mot, mais c'est le même état modifié de conscience. Et ce livre donc, est la Bible, si je puis me permettre, des spirites. Il va parler de religion scientifique, puisqu'en effet, par les tables tournantes, il démontre l'existence de Dieu. Et donc c'est un discours qui est en effet tout à fait logique. C'est-à-dire si on admet le postulat que les tables ne peuvent bouger que parce que des esprits les prennent en main, si je puis dire, et il faut bien dire que très vite, ces médiums, qui vont donc être une nouvelle forme de voyante, ne vont plus faire tourner les tables, mais vont écrire en écriture automatique, puisque tout cela est très logique. Si les esprits peuvent faire bouger les tables, ils peuvent prendre la main du médium. Je fais le geste, on met le stylo et on écrit. C'est encore plus simple. C'est plus rapide. C'est ce qu'on appelle l'écriture, ce que les surréalistes appelleront l'écriture automatique. Et je dirais pas que chacun d'entre nous peut s'y amuser, mais dans un état modifié de conscience, un état second, on peut en effet laisser. Là j'interprète. Donc restons dans le temps. Et donc on a en effet une religion qui reste très très importante actuellement. Le spiritisme est très développé. Le buste d'Alan Kardec, le cimetière du Père-Lachaise, ça se développe très fortement dans toute l'Europe, au Brésil, donc en Amérique latine, très très vite au 19e. Ça prend une ampleur très très importante. Et beaucoup de chrétiens, qu'ils soient protestants ou catholiques, adhèrent à cette religion. Et beaucoup des médiums, donc voyantes, que j'ai étudiées, si je puis dire, puisque j'ai lu leurs écrits, puisqu'elles écrivent beaucoup, forcément, m'ont paru, en France au moins, catholiques. C'est-à-dire que pour elles, il n'y a pas de contradiction. Cela dit, l'Église, l'institution, donc, s'intéresse beaucoup à ces phénomènes, parce qu'elle ne sait pas non plus. Enfin, c'est un moment où on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas l'inconscient tel qu'on l'a découvert, si je puis dire, mis au jour plus tard, dans les années 80-90, aussi bien avec Pierre Janet que Sigmund Freud et puis d'autres médecins, n'a pas été encore mis au jour. On ne sait pas ce qui se passe. Et l'Église va donc regarder ces phénomènes avec précaution, et elle va condamner, mais tardivement, et là aussi avec précaution. Merci, Nicole Edelman. Dans les entretiens précédents, vous n'avez cessé de dire que c'était les femmes qui étaient les voyantes. Vous avez cessé de corriger en disant le voyant, puis c'est la voyante. Quelle est l'importance des femmes? Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui sont voyantes? Alors, en effet, c'est une question que je me suis très très vite posée, puisque les sources là sont très très claires. Au 19e, jusque, je pense, dans les années 1960 peut-être, il y a une majorité de femmes. Au 19e, c'est massif. Il y a quelques hommes qui sont donc voyants ou médiums. Un des très grands voyants s'appelle Alexis Didier, par exemple. Mais les voyantes, je dirais les Madame Irma, sont des femmes. Donc, en effet, pourquoi? Alors, il y a le discours du 19e qui est très clair, très clair. Du moins, on peut le résumer assez facilement, et c'est celui-là, évidemment, qui est intéressant. Les femmes, dans leur ensemble, on le sait, au 19e siècle, sont représentées comme du côté de la nature. Elles sont
totalement prises par l'économie, comme on dit, de leur sexe, c'est-à-dire elles sont presque entièrement liées à leur matrice, à leur utérus. Ce sont des mères et elles sont vraiment faites pour cela. Donc elles peuvent difficilement d'ailleurs faire autre chose, c'est-à-dire penser. Enfin, le discours médical là est tout à fait fort. Hein. On les révère comme des mères, mais si jamais elles passent sur le plan public ou intellectuel, mais public, elles deviennent des femmes publiques. Qu'est-ce que c'est qu'une femme publique? C'est une prostituée. Hein. Donc, elles sont du côté de la nature. Donc, elles sont poreuses, comme on dit aussi, à cette nature, donc aux esprits. Elles sont donc plus faciles pour ces esprits qui viennent de l'au-delà, pour percevoir ce qui vient de l'univers. Elles sont mieux, donc elles sont mieux faites en quelque sorte. Et donc le discours du 19e explique cela de cette façon. D'autre part, il n'est pas gênant, je dirais, que des femmes soient voyantes, puisque c'est une place que les hommes n'ont pas envie de prendre. Pour les femmes, c'est un vrai métier, je dirais. Elles peuvent bien y gagner leur vie. Or, au 19e, les femmes travaillent, bien sûr, elles sont ouvrières. Mais on sait aussi que le discours qui est construit à cette époque-là dit que la femme ne doit pas être ouvrière. Hein. Michelet, ouvrière, mot impie, et Jules Simon, la femme ouvrière n'est pas une femme. Or, bon, elles le sont envers et contre tout, puisque malheureusement, pour beaucoup, c'était une question de vie ou de mort. Donc là, c'est une sorte de métier, et il n'y avait pas beaucoup de métiers. N'oublions pas qu'il y avait juste quelques institutrices, et encore, il n'y a pas de métier, de vrai métier de femme. Elles sont cantonnées au privé par le Code civil, on le sait. Et donc, cela, je crois, explique la raison pour laquelle beaucoup de femmes, enfin beaucoup, du moins les voyantes, sont des femmes. C'est une sorte peut-être d'échappatoire, de contournement de la norme. D'autre part, je tiens à dire que dans la religion spirite, dont nous avons parlé la dernière fois, les médiums sont très écoutés. Elles tiennent une place pastorale. Et on sait aussi que dans la religion catholique, les femmes ont un rôle qui est un petit peu à la marge. Enfin, du moins, elles peuvent plus difficilement, surtout au XIXe siècle, prendre la parole, par exemple. Dans la religion spirite, dans les cercles spirites, elles prennent la parole, elles sont écoutées, elles écrivent beaucoup, elles sont publiées. Hein, il y a énormément. J'ai pu faire ce travail grâce à cela, puisque on a un corpus de textes très très riche. Donc là aussi, c'est une place qui est tout à fait, qui peut être tout à fait intéressante. C'est une sorte d'espace de liberté, en fait, une manière d'exister en tant qu'individu à part entière. Elles sont reconnues. C'est une place qui est reconnue. Alors bien sûr, on peut ensuite discuter sur ce que cela signifie. Et donc peu à peu, on voit la place des hommes grandir. Et actuellement, les statistiques sont très difficiles à faire. Hein, actuellement, d'abord parce qu'il n'y a pas assez de travaux sociologiques, je dirais. Mais il semble vraiment qu'il y ait autant de voyantes en 2006 que de voyants. Oui. Voilà. Alors, justement, on est au seuil du XXe siècle, je l'ai dit. C'est le moment de la voyante qui a pignon sur rue, qu'on va consulter, de la voyante un peu mondaine. Les hommes politiques vont se faire tirer les cartes, etc. C'est l'âge d'or de la voyante. Oui. Alors, les hommes politiques, ça a toujours été, je dirais, à la fois une tradition chez les voyantes de dire, enfin les grandes voyantes, de dire les grands viennent me voir. Alors bon, on ne sait pas où est la part de la vérité. L'historien est prisonnier de ses sources. Et de l'invention, parce qu'évidemment, plus on est grand, plus les grands viennent vous voir. Mais Mademoiselle Lenormand, par exemple, on sait que Joséphine de Beauharnais est venue la voir et c'est elle qui lui a donné une partie de sa notoriété. Alors les grandes au 19e, les deux grandes qui apparaissent, c'est Madame de Thèbes et Madame Fraya, qui meurt en 1905. Madame Fraya, qui s'appelait Valentine d'Ancos, meurt en 1954. Donc là, elle nous fait le pont, si je puis dire, jusqu'à nos jours. Et c'est une des très grandes voyantes, en effet. Madame Fraya, en plus, travaillant, vous avez parlé des cartes, en fait, elle travaille beaucoup, puisque l'astrologie a été quand même condamnée, donc elle va réapparaître peu à peu, on en parlera plus tard. Mais au 19e, bon, il y a des horoscopes, il y a des almanachs, on sait bien
bien qu'il faut planter les salades à telle lunaison. Donc les almanachs font toujours référence aux astres. Mais Madame Freya travaille avec les mains. C'est une grande chiromancienne. Et la chiromancie renaît, elle a ses lettres de noblesse avec des grands ouvrages écrits dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et donc elle travaille en lisant les lignes de la main, qui sont, je le rappelle, aussi, les lignes et les formes de la main sont toujours en relation avec l'astrologie. Un monde Vénus, par exemple, le monde de la Lune, on a des lignes, les mains jupitériennes, les mains lunaires, enfin, on a tout un discours qui est tout à fait intéressant. Alors donc, il y a un peu des nouvelles pratiques, ou d'anciennes pratiques qui renaissent, mais il y a toujours cette pratique des tables tournantes avec la garde 14, parce que c'est l'hécatombe, et on veut, retrouver le contact avec les chairs disparues au front. On pense à Conan Doyle, qui s'est lancé dans les tables tournantes au moment où son fils meurt en Flandre, je crois. Donc il y a quelque chose d'assez pathétique dans cette recherche du lien. Oui, alors ce ne sont plus les tables de tournante, c'est l'écriture automatique. L'écriture automatique ou même l'esprit peut prendre possession du médium. C'est-à-dire que l'esprit parle avec la voix du fils mort, ou du père mort. Alors, en effet, il y a une très très grande recrudescence du spiritisme et donc du rapport avec les médiums pendant la Première Guerre mondiale. Avec, en effet, ces deuils impossibles, on le sait, c'est tellement illogique que les grands-pères et les grands-mères soient encore là, que les pères et les mères soient encore là, que les fils et les jeunes soient morts. Et on a beaucoup de conversions. Alors Conan Doyle est en effet, on le sait, médecin, le père du détective le plus rationnel. Exactement. Et Conan Doyle, en effet, il s'était beaucoup intéressé aux sciences, ce qu'on appelait les sciences psychiques. Les anglo-saxons, notamment, les psychical research, étaient très très développés, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs. S'étaient beaucoup intéressés à ces phénomènes. Un petit peu à la manière de Kardec, mais sans croire, et beaucoup d'autres d'ailleurs scientifiques, savants, médecins, physiciens, chimistes, etc. Et donc il va en effet se convertir. Et on a beaucoup de textes d'hommes et de femmes qui conversent avec leurs fils morts. Et c'est pathétique, parce qu'en effet, on a ces fils qui racontent, Oliver Lodge par exemple a écrit Summerland, qui sont dans un pays extraordinaire et qui sont heureux. Et, oui, il y a quelque chose d'extrêmement pathétique. Oui, et donc il y a là en effet une voyance, une forme de voyance tout à fait forte. Et c'est aussi l'époque où la science se réintéresse à tous ces phénomènes, et il y a des instituts de recherche parapsychologiques d'une certaine façon. Oui, le terme d'ailleurs, le terme de parapsychologie ne va pas vraiment naître en France, mais c'est la métapsychie. C'est Charles Richet qui va l'inventer en 1905, et ce sont en effet des centres de recherche scientifiques. Merci Nicole Edelman. La grande surprise de l'époque contemporaine, c'est les années 1950, c'est le retour en force de l'astrologie, dont vous disiez qu'elle avait été plus ou moins condamnée au XVIIe siècle, en fait, et qu'elle avait une sorte d'éclipse au XVII, XVIII, XIX et début du XXe siècle. Oui, elle a été condamnée. Et ça a été, en effet, on a vu que la voyance, pour se valider à nouveau, avait trouvé d'autres recours, c'est-à-dire le somnambulisme magnétique, donc le côté médical. Elle n'a jamais, encore une fois, complètement disparu. Il y avait des horoscopes. Voilà, on fait des horoscopes, on s'en moque, donc ça existe. Mais il y a eu, donc, comme validation, cet état de somnambulisme magnétique, donc une sorte de don pour certaines, la chiromancie, donc, les cartes. Et puis le verre d'eau, la boule de cristal, donc comme support. On voit Le Matin, qui est un grand journal français, en 1905, faire reparaître, mais une fois par semaine, une réflexion, enfin pas une réflexion, un recours à l'astrologie. Dans l'entre-deux-guerres, donc dans les années 1930, 1935, là on voit réapparaître l'horoscope quotidien. C'est-à-dire tous les jours, un horoscope avec les principes que nous connaissons dans nos journaux actuellement, donc en France, mais aussi en Angleterre, donc en Europe. Donc il y a une réapparition, alors avec une validation qui est
à nouveau d'ordre scientifique, c'est-à-dire on se repose des questions sur l'influence quand même possible des astres, puisque là il y a eu beaucoup de découvertes autour d'Einstein, de Planck, enfin de découvertes de physique, de nouveaux principes, des questions aussi autour de la psychologie. La science psychologique est vraiment née à la fin du 19e et elle se développe évidemment fortement. Donc on va aussi éventuellement s'appuyer sur cela. Et il y a en effet une véritable explosion dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Alors, par le fait aussi des médias. Alors là, qui est la cause, où est l'effet, c'est évidemment un cercle vertueux ou vicieux, je ne sais pas. Enfin si, du moins mettons les deux en face à face. Et donc les journaux, mais bien sûr les radios vont s'en emparer, et puis les télévisions. Et jusque dans les années 1992, les enquêtes que j'ai pu faire, alors bon, c'est un peu difficile parce que les archivages sont un peu délicats, parce qu'il y a eu les 3 chaînes, puis après beaucoup d'autres chaînes, mais on voit une véritable explosion à la télévision, enfin dans les chaînes publiques, dans les premières chaînes qui étaient publiques, d'émissions astrologie pour les enfants. Avec une star qui est Madame Soleil. Alors, là, c'est la radio, en effet, c'est Europe numéro 1. Madame Soleil, en effet, en 1970, qui va avoir une heure d'écoute, une heure complète d'ailleurs au début d'écoute, qui est-elle astrologue, en effet, de formation. Elle a été, elle le dit elle-même dans ses mémoires, qui sont tout à fait intéressants. Elle a été astrologue de foire, enfin, elle faisait... des voyances avec les horoscopes, et elle va avoir un succès extraordinaire. C'est une femme tout à fait grand-mère, un peu. Bon, je pense que beaucoup d'entre les téléspectateurs l'ont vue, et qui s'appelait Germaine Soleil, et ça c'est en effet fabuleux, c'est son vrai nom. Donc une femme tout à fait ancrée dans la vie, très pragmatique, conseillant en général d'éviter le conflit, comme beaucoup de ses voyantes. Une sorte de bonne foi, voilà, de bonne aloi. De bonne aloi, qui ne faisait absolument pas qui n'inquiétait pas, et qui a été en effet interrogée, interviewée. Et on peut expliquer son succès comment? C'est son côté... France profonde, si on peut dire, enfin tradition, ou c'est effectivement une sorte de volonté, enfin une recherche dans l'astrologie. On aurait dans l'astrologie des réponses qu'on n'a plus ailleurs. Comment vous l'interprétez? Là, c'est une grande question. Qui est plus d'ordre philosophique, idéologique, sociologique qu'historien, puisqu'on le voit, ce recours à la voyance ou à l'astrologie, donc, ou plutôt le recours à la voyance a toujours existé. Donc, on a tendance à dire c'est une crise des valeurs, c'est une crise, une crise sociale. Bon, il est très difficile de dire qu'il y a des renouveaux au moment des crises. Alors, quand même, bon, on l'a vu, la Grande Guerre, l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est un moment, en effet, où il y a toute une série de valeurs qui ont été mises à mal, qui l'avaient déjà été auparavant, mais la barbarie de la Seconde Guerre mondiale est quand même très très forte, et la raison est souvent mise en cause. Peut-être aussi, mais c'est aussi ancien, une diminution de la prégnance des religions, en effet, en particulier du christianisme, mais là aussi on sait combien c'est discuter, combien c'est partagé, combien... Donc, il est difficile de répondre. En revanche, ce recours à l'astrologie semble en effet... les hommes et les femmes qui ont recours à l'astrologie semblent demander, dans une alternative qu'ils ont déjà, une sorte de plus. Je ne sais pas que décider, donc je vais avoir recours à quelque chose qui est peut-être quand même scientifique, ou du moins, et on va me dire faites ceci ou faites cela. Donc peut-être l'impossibilité quand même de décider par soi-même, face à soi-même. Donc d'avoir sa pleine liberté critique. Donc quelqu'un auquel on a recours, qui est quand même
bon, pas un psychiatre, peut-être, donc pas quelqu'un de, enfin, je pense à un psychiatre ou un psy, enfin, autre. Donc, une décision à prendre. Et donc, si elle va dans notre sens, ce sera un plus pour valider cela. Si elle va dans l'autre sens, on gardera sa liberté. C'est ça, donc c'est invérifiable. Non, c'est invérifiable, voilà. Cela dit... Ça conforte. Oui, il y a quand même l'idée que quelqu'un déciderait pour nous-mêmes, puisque les astres, après tout, là, du coup, on n'y peut rien. Hein. Alors, s'ils nous influencent. Vous avez dit quelque chose de vaguement scientifique, et c'est ce qui frappe, on l'a dit dans l'entretien précédent, c'est la volonté de scientificiser et de faire paraître l'astrologie comme un discours scientifique. Et donc il y a tous des instituts qui essaient de donner un fondement scientifique à l'astrologie. Oui, il y a toute une... Alors, je dirais que là, du coup, c'est vraiment notre culture, Europe occidentale, qui a besoin de ce recours. Sinon, on a recours aux religieux, ou on a recours à des croyances. Hein. Mais dans notre culture, la science est évidemment une validation très, très forte. Et en effet, dans l'entre-deux-guerres, cette fois, donc dans les années 40, donc après 1935, et puis donc après la Deuxième Guerre mondiale, on a un certain nombre de revues d'astrologie scientifiques, donc qui veulent, enfin, qui tiennent un discours qui a recours à ce que on peut appeler l'astronomie. Et donc, on a en effet cette renaissance. Et puis, une volonté, donc, enfin une volonté, du moins un recours à la psychologie. Hein. Michel Gauquelin, par exemple, est psychologue, hein, même si son discours... Donc Michel Gauquelin, c'est l'un des grands... C'est l'un des grands... de l'astrologie française, on va dire. Oui, alors, beaucoup discutent justement, parce que lui, ses livres sont titrés psychologue, hein, incontestablement. Mais en effet, il a essayé de montrer... alors là, c'est extrêmement discuté, les expériences, mais il a essayé de faire des expériences scientifiques pour montrer, par exemple, que parmi les grands sportifs, la plupart, enfin beaucoup des grands sportifs étaient nés sous Mars. C'est-à-dire, donc, qu'il y avait là une influence astrologique. Et évidemment, on pouvait là faire des vérifications statistiques avec ce recours donc expérimental. Donc cette volonté de scientificiser. Voilà. Et donc lui estime l'avoir montré, et puis il y a eu des contre-expériences qui ont invalidé cela. Le débat est toujours en cours. Hein. Si on lit les différentes publications qui sont extrêmement nombreuses. Il y a énormément actuellement, on a l'impression qu'il y a une seule astrologie, pas du tout. Il y a beaucoup de courants astrologiques qui se réfèrent à telle ou telle chose. Merci Nicole Edelman. La voyance et le paranormal connaissent une mode incroyable actuellement. Alors, j'aimerais d'abord que vous fassiez une sorte de revue. On a parlé dans l'entretien précédent de l'astrologie. Actuellement, sur quoi on croit? Enfin, quels sont les différents domaines du paranormal? Mais tous, justement. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait eu quand même un certain type de voyance au 19e, puis après la chiromancie, puis l'astrologie. Maintenant, on a tout. On a vraiment tout. Donc, les voyants et les voyantes actuellement, donc, je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes, ont des supports, comme ils disent, ou pas de support d'ailleurs, mais ça peut être les cartes, ça peut être le tarot. Bon, la boule de cristal, c'est assez rare, mais pourquoi pas? Parce que c'est une manière de se mettre dans un état, justement, de voyant, enfin, d'ici le distel. Ou rien, ou l'horoscope, en effet, c'est-à-dire donc le recours à l'astrologie. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a énormément de marabouts, et en particulier à Paris. Je n'ai pas travaillé sur eux, mais oui, les marabouts, il y a eu un travail d'une sociologue. Ils sont très généralement de religion musulmane et en effet d'un certain nombre d'États d'Afrique. Donc là, ils ont d'autres supports aussi. Donc, il y a tous ces supports, et donc certains disent qu'ils ont un don, qui vient d'où? Certains disent, et ceux-là sont à mon avis très intéressants, qu'ils ont une sorte de compétence psychique. Donc,
que nous aurions tous, mais que certains pourraient travailler. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on aurait une certaine compétence psychique pour voir le passé, voir l'avenir. Et en effet, vu ce que les grands physiciens nous disent sur l'espace, sur le temps, la relation entre le temps et l'espace, qu'on ne comprend pas bien. Enfin, je le dirai là pour moi. Je sais que ça existe. Mais donc, ils disent qu'ils ont une compétence. Et là, en effet, on tombe sur on va vers cet autre phénomène qui est la parapsychologie. Et je crois qu'il faut la distinguer. C'est-à-dire, la parapsychologie, ce serait l'étude de ce qui est peut-être scientifique, donc qui existe réellement, mais qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire ce qui est, par exemple, l'hypnose, on sait que cela existe. On ne sait pas exactement comment ça se produit. Cet état modifié de conscience. C'est l'idée qu'en fait notre corps, nous n'utilisons qu'une toute petite partie des possibilités de notre corps. Et de notre cerveau. Et de notre cerveau, oui, voilà. Mais ça, il semble que cela soit vrai. Oui. Donc on le connaît de mieux en mieux, c'est vrai, mais on ne le connaît pas, et de loin. Donc ces hommes et ces femmes, pour une raison qu'on ne connaît pas, auraient ces compétences. Et donc actuellement, il y a cette parapsychologie, donc des scientifiques, alors qui sont neuroscientifiques, donc neurologues, qui sont psychologues, psychiatres, donc qui ont des formations, ou physiciens d'ailleurs, qui cherchent à étudier ces phénomènes. Et là, on est dans le domaine de la science, c'est-à-dire qu'ils font des expériences, alors en essayant de les répéter des centaines et des centaines de fois, pour voir si le corps, si l'homme peut produire des effets. Alors, produire des effets sur la matière, donc les fameux Uri Geller tordant des petites cuillères, mais c'est aussi pouvoir agir sur le cerveau d'un autre, ce qu'on appellera la télépathie. Donc, produire sur la matière ou produire sur l'esprit. Et recevoir, évidemment. Donc, des phénomènes, en effet, qui peuvent être intéressants, mais qui sont extrêmement délicats pour l'expérimentateur qui veut utiliser les sciences expérimentales classiques, parce que les êtres humains sont pas fiable du tout. Vraiment pas fiable du tout. Est-ce que c'est pas ce que vous appelez une sorte d'acculturation paranormale? C'est-à-dire que le paranormal serait une sorte de milieu naturel dans lequel on vivrait. Maintenant, on ne pose plus la question. Et il est normal d'aller recevoir son horoscope sur son SMS, par exemple. Ça fait partie, vous vous levez le matin, vous avez votre SMS. Certains le font, paraît-il. Oui, oui. Nous avons tous des étudiants qui le font, je pense. Ah bon? Vous comme moi. Pas demandé, mais, vous allez voir. Mais on peut le lire, en effet, dans un certain nombre de journaux ou l'écouter sur un certain nombre de... Alors, là, je crois qu'en effet, il faut faire la distinction. Donc, il y a la parapsychologie, qui reste, je dirais, un domaine ouvert. On verra ce que ça donnera. Que sera-t-on de nous dans peut-être 10 ans, 20 ans, enfin, j'en sais rien. Et en effet, cette acculturation. Alors, en effet, il me semble, du moins, alors là, en tant qu'historienne, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir, puisque j'ai visionné beaucoup de séries, de documents, de documentaires, d'émissions, etc., passées à la télévision française, à l'INA, l'Institut national audiovisuel, qui archive cela. Très vite, en effet, enfin très vite du moins, depuis les années 1980, on ne pose plus la question. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est vrai? Est-ce que les astres ont une influence? Et on a en effet l'impression de baigner dans cela, ce qu'on peut appeler en effet une acculturation. Et je crois que, alors là, je dirais mes enfants et surtout même mes petits-enfants, bien que je n'en ai pas encore, mais en effet, baignent là-dedans. Je crois qu'il faut voir toutes les séries, séries françaises, américaines, enfin là, toutes les séries. X-Files, ça a été une des premières, aux frontières de la raison, tout à fait intéressante. Et depuis... Frontières du réel. Du réel, pardon. De la raison. Et là, vous trahissez. Absolument. Mais je crois que c'est en effet... Mais c'était un des sous-titres que j'aurais éventuellement donné à mon livre, parce qu'on est en effet... Où est le rationnel et l'irrationnel? Donc, je crois que pensons à toutes les... Enfin, ceux qui regardent des séries, ceux qui regardent des films, et pensons ne serait-ce qu'à Star Wars, qui est un des grands.
Minority Report aussi, qui est tout à fait intéressant, avec, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais qui a des précogs, c'est-à-dire des sortes d'êtres humains médiums qui sont dans une sorte de liquide amniotique et qui voient dans les esprits avant même que les crimes ne soient commis. Hein, c'est tout à fait intéressant. Bon, c'est de la science-fiction. Donc on baigne en effet là-dedans. Il n'y a pas une... Enfin, je dirais, si, il y en a... Je vais te dire Dieu merci. Il y a des séries, en effet, où il y a des films qui ne parlent pas de ça, mais c'est assez rare. Il y a très souvent un médium. Ce qui est intéressant et que vous montrez, c'est que c'est relativement récent. On a l'impression que c'est de toute éternité. Et vous datez ça des années 80. Enfin, c'est quelque chose qui n'a que 20 ans, finalement. C'est la télévision, enfin, là, du coup. C'est la télévision et ce sont les médias. Sinon, les premiers films, on a eu le Dr Caligari, enfin, même les grands films muets. Donc, dans les années 20, bien sûr, dans Babylone, oui, exactement. Oui. Mais là, cela prend une ampleur. Et dernièrement, les 4400 et Médium, sur la 6, je crois. Bon, enfin, non, mais c'est vrai que j'y attache de l'intérêt parce que je continue aussi à m'intéresser à ces phénomènes. Et donc, ce sont des choses que nous regardons, enfin nous, bon, disons quand même l'ensemble une grande partie de la population regarde. Et pour mes étudiants en l'occurrence, pour eux, c'est en effet ça fait partie de leur culture. Voilà. Alors justement, qui en est indemne? Vous dites il y a que les franges finalement, les très convaincus. Oui, alors il est dommage qu'il n'y ait pas d'enquête sociologique récente, puisque la dernière vraiment très très grande date de 84, c'est Daniel Bois, et je ne me souviens plus, peu importe, parce que c'est tout à fait important, mais qui avait été très très poussé, qui a été publié dans La Recherche, il y a eu un ouvrage, montrait en effet que était indemne, si on peut dire, enfin bon, je ne sais pas là vous, ceux qui en effet soit étaient très croyants, et notamment catholiques ou probablement protestants, du moins qui avaient une forte croyance, ou ceux des intellectuels en effet qui avaient des convictions peut-être rationnelles, je ne sais pas. Très athées. Donc on était mais en effet classe moyenne, et enfin classe moyenne c'est péjoratif, mais disons une grande majorité de gens dont on pouvait penser qu'ils étaient rationnels, étaient sensibles à ces phénomènes. Merci Nicole Edelman d'avoir mis un peu d'histoire et de vision historique dans ces questions extrêmement difficiles. On vous voit fatigué parce que c'est vrai qu'il faut être extrêmement en tension, faire attention à ce qu'on dit. Merci beaucoup.